tous et à toutes d'être là ce soir pour cet événement autour des langues et des transformations de l'apprentissage des langues avec l'intelligence artificielle notamment, mais pas seulement. Euh, Rapidement, quelques mots sur les organisateurs. Alors d'abord, je remercie beaucoup l'Alliance française, évidemment, qui nous reçoivent ce soir, et le consulat qui a aussi aidé à l'organisation de cet événement. Nous-mêmes, c'est-à-dire Florence Padovani, la directrice du centre qui est derrière, Arnaud et Henry qui est encore plus derrière, et moi, nous sommes le CEFC, c'est-à-dire le centre d'études français sur la Chine contemporaine, qui est quelque chose d'un peu unique. Il n'y a que la France qui a comme ça des centres en Europe, en tout cas, qui a des centres comme ça un peu dans le monde entier. Et il y a un centre à Hong Kong et une antenne à Taipei de ce CEFC pour justement avoir une plateforme de discussion avec les chercheurs chinois. Donc c'est à la fois pour promouvoir la recherche française et européenne sur les mondes chinois et pour promouvoir le dialogue avec les chercheurs chinois. Voilà. Et puis, on a une de nos missions, c'est de publier China Perspectives. Donc, la revue était autrefois Perspectives chinoises. Maintenant, on est passé à l'anglais. Bon, justement, question de langue, vous voyez, très importante pour nous. Pour des raisons. En fait, avant, on avait les deux langues. Pour des raisons économiques, on s'est replié sur l'anglais qui nous permet d'avoir on peut dire un rayonnement international puisque c'est une revue qui est classée SSCI. Alors probablement ça ne vous parle pas, mais pour les gens qui sont inscrits dans le monde académique américain et chinois notamment, SSCI c'est le Graal, hein, c'est le top top top. Et donc nos vies, parce que moi-même j'ai été chercheur dans des universités chinoises pendant pas mal d'années, nos vies dépendent littéralement du fait qu'on puisse publier dans des revues SSCI. Et donc voilà, on a une des meilleures revues sur la Chine est publiée par la France quand même, par le CEFC, donc c'est important de le dire. Là, il y a un nouveau numéro qui vient de sortir sur les questions de mémoire en Chine, mais il n'est pas donc c'est des numéros qui sont en ligne en fait. On imprime quelques numéros papier, mais surtout pour montrer, voilà. Donc celui-là, c'était celui d'avant sur les migrations, un certain nombre de migrations moins connues autour de la Chine. Voilà pour le centre. On a nos sujets comme chercheurs, on a chacun nos sujets de recherche personnelle. Donc Florence, par exemple, est spécialiste du patrimoine immatériel à Hong Kong. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à aller en discuter avec elle. Et moi, un de mes sujets de recherche, c'est la question des langues. Alors pas de l'apprentissage des langues en tant que, voilà, enfin ça c'est quelque chose qui est très étudié, comment on enseigne les langues, mais c'est plutôt les langues étrangères en tant qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. C'est pas pareil, notamment pour la Chine, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est important qu'il y ait des lieux d'apprentissage, d'ouverture vers l'étranger, et à la fois important pour les locaux et important aussi pour les étrangers. Et qu'est-ce qui se passe quand ces lieux sont menacés par l'hégémonie d'une langue, qui est l'anglais, ou aujourd'hui par l'intelligence artificielle, même si, comme me le rappelle souvent Florence à juste titre, ce n'est pas forcément qu'une menace, l'intelligence artificielle, notamment pour les langues. Quelques mots sur nos différents invités aujourd'hui, rapidement, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. Donc, Sylvain Holterman est responsable du programme de français à l'Université de Hong Kong. C'est ça. Ouais. Merci. Liu Wenling, que je connais depuis plus longtemps, est responsable du programme de français à l'université Keda à Chengdu, qui est plus une université technologique, enfin scientifique, mais qui est une très grande université chinoise, une des principales, et qui a quand même un département de langue. Donc et voilà, et Liu Wenling est responsable de ce département pour le côté français. Et puis David, qui je connais aussi, puisqu'on a travaillé dans la même université à un moment, qui est l'université normale de Chine du Sud, à Canton, pas très loin d'ici, et qui est fondateur même, on peut dire, comme Liu Wenling d'ailleurs, l'un et l'autre ont été les fondateurs du programme de français dans leurs universités respectives. Donc merci beaucoup à nos invités et je vais commencer un petit peu par une question personnelle. Donc on s'est dit qu'on allait faire comme ça. J'ai posé une question à chacun des invités, ce qui n'empêche pas les autres de rebondir dessus, bien sûr, mais plutôt personnalisé parce que chaque invité a
des choses à des trajectoires très, très différentes et intéressantes à partager sur des points qui nous intéressent aujourd'hui sur les langues. Et après, on aura des questions plus communes à discuter ensemble. D'accord. Alors peut-être je vais commencer par David qui va nous permettre de cadrer un petit peu les choses sur cette question de l'enseignement des langues en Chine, puisque David est le spécialiste du FLE en Chine, on peut dire, le spécialiste mondial du FLE en Chine. Et donc voilà, je lui ai demandé pour nous aujourd'hui de résumer sa thèse en 6 minutes. Donc, mais de nous donner quelques éléments de contextualisation voilà, sur le français en Chine, des origines à nos jours, tout simplement. Merci David. J'adore. Débrouille-toi avec ça. Bon, en fait, non, je suis pas le spécialiste du FLE en Chine. En revanche, oui, j'ai travaillé sur pourquoi, et je vais en parler dans un instant, pourquoi l'enseignement du français en Chine a explosé à partir de 2000, des années 2000. Voilà, il y a eu une véritable explosion. Donc, j'ai surtout travaillé là-dessus. Voilà. Bon, alors. Camille m'avait demandé ce qu'on a un petit peu préparé. Je découvre pas les questions, d'accord. Il n'y a pas de suspense. Donc, j'avais un petit peu réfléchi. En fait, bon, on va peut-être pas remonter à l'arrivée des Français en Chine. On va se contenter de 1949, qui est le début de ce qu'on appelle en Chine, donc la Chine nouvelle. Ok. Donc, depuis 1949, le français langue étrangère, moi, j'ai identifié 3 périodes. Bon, mais avant de vous présenter ces 3 périodes, je voudrais d'emblée dire que cette histoire du français langue étrangère en Chine est liée à l'histoire du système universitaire. Et j'insiste là-dessus, je vais le répéter, parce que quand on a un objet d'étude, comme c'était le cas pour moi, qui était le français en Chine, on va regarder tout ce qui concerne le français et on a tendance à oublier le reste. On a tendance donc finalement, en étant très contextualisé, à décontextualiser notre objet d'étude et à dire quelque chose qui est faux au final. Parce que par exemple, quand je faisais des conférences au Vietnam, où le français est plutôt en recul et que je montrais les chiffres de la Chine, tout le monde était comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe en Chine pour le français? Mais je vais vous montrer que c'était un petit peu plus complexe que ça. Et c'est pour ça que je fais ce préalable. C'est vraiment lié à l'histoire du système universitaire chinois. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi le français s'est développé. Alors 3 périodes, 1949-1999, à peu près 50 années. Là, on a un développement pas régulier, mais un développement qui se fait de l'offre donc du nombre de départements de français en Chine. En 1952, on est à 3 départements. En 1999, on est à 32 départements. Donc ça s'est développé petit à petit, mais pas du tout de manière irrégulière. On a suivi les aléas de l'histoire chinoise. Donc, le grand bond en avant a été un coup d'arrêt, la grande famine, la révolution culturelle, ça a été difficile, etc. Mais en tout cas, si on regarde l'évolution générale, il y a une augmentation qui se fait. On arrive à 32 départements. Hem, les années 80, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, puisque les années 80, c'est la mise en place de la politique de réforme et d'ouverture, il n'y a aucun développement quantitatif du nombre de départements. D'ailleurs, il n'y a aucun département de français créé dans les années 80, mais au contraire, il y a un développement qualitatif. Il y a une structuration. C'est-à-dire que là, on crée des programmes de master, alors qu'on avait créé que des programmes de premier cycle jusque-là. On, quelques 2 ou 3 programmes de doctorat, mais pas beaucoup. On va créer on va, mettre en place des programmes nationaux, on va mettre en place du matériel pédagogique, on va créer des examens nationaux, donc c'est plutôt une structuration qui se fait, voilà. Mais le cadre général, c'est celui d'une éducation élitiste. Il y a très peu la Chine n'a pas encore connu ce mouvement de massification de l'enseignement supérieur qu'on avait déjà connu en Occident depuis pas mal d'années. Donc ça, c'est la première période jusqu'en 99. Bon, à partir de 99-2000, tout change. Là, on peut parler d'un tsunami. On passe, donc vous êtes bien assis, je vous donne le chiffre, on passe de 32 universités à 20 ans plus tard, plus de 170 universités qui ont un département de français, de 32 à 170. Donc ça veut dire qu'à peu près chaque année, dans les années 2000, 2010, on a entre 4, 5, 6, parfois 10 universités qui ouvrent un département de français. Vous en avez 2 exemples ici, puisque nous, à Canton, l'Université normale de Chine du Sud, on a ouvert en 2007 et vous en 2014, voyez? Donc, on en a 2 exemples ici. Bon, donc croissance exponentielle,
C'est là qu'en général, il y a des mauvaises interprétations. Les gens vont dire: «Ah ça y est, les Chinois ont tout compris, c'est l'Afrique, c'est à cause de l'Afrique, que les Chinois, ils ont compris qu'il fallait parier sur le français» et cetera. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui m'expliquaient ma thèse, hein, voilà. Et en fait, si vous voulez, ça impressionne comme ça si je vous dis de 32 à 170, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, les événements de Tiananmen, il y a eu une conclusion tirée par Deng Xiaoping notamment, c'est que la réforme, les réformes de la Chine, ça a bien fonctionné, mais il y a un gros échec, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur. Donc là, il faut vraiment s'atteler à la réforme de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est ce qui va se passer dans les années 90. Il va y avoir donc le début de la massification de l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que je dis que ce chiffre, cette explosion du français, si je vous montre un diagramme juste avec le français, la courbe va être, c'est une croissance exponentielle, c'est impressionnant. Mais si mon rêve, ça serait de pouvoir mettre sur mon diagramme toutes les spécialités universitaires. Et à ce moment-là, le français disparaît complètement, vous le voyez même pas du tout. Il y a d'autres langues, le japonais, on est à 800 départements à peu près. L'anglais, quasiment tout le monde en a un. Bon, donc vous voyez qu'à ce moment-là, le français, on s'aperçoit qu'il participe d'un mouvement général, donc massification de l'enseignement supérieur, restructuration, intégration dans la mondialisation universitaire, et donc le français suit complètement ce mouvement dans les années 2000. Heu, c'est là que, à ce moment-là, dans les années 2000, d'autres, comment dire? D'autres programmes, d'autres types de programmes se développent. L'Alliance française, puisqu'on nous accueille ici, il faut que j'en dise un mot. L'Alliance française qui avait existé au 19e siècle jusqu'en 1953, elle a fermé ses portes à ce moment-là. Donc, c'est l'Alliance française de Canton, la première, qui va réouvrir, on va dire, en 89. Mais pendant les années 90, il ne se passe pas grand-chose. Et puis les années 2000, là, le nombre d'alliances françaises augmente considérablement en Chine. On pourrait croire que là, qu'il y a une appétence pour le français. Il peut y en avoir une, je ne dis pas le contraire, mais c'est surtout en fait parce que la Chine est en train de s'intégrer dans la mondialisation universitaire, et donc ce sont des étudiants qui doivent partir en France, notamment en mobilité, pas seulement en France. Bon, autre programme, type de programme qui se développe dans les années 2000, c'est les programmes sino-français ou les instituts sino-français. Là, pareil, ça s'inscrit dans le cadre de mobilité vers la France, notamment, voyez. Donc, les départements de français, le nombre explose. Les alliances françaises se développent considérablement dans les années 2000. Ces instituts sino-français, etc. Mais tout ça, ça participe d'un même mouvement d'étudiants qui sont de plus en plus nombreux à l'université et qui veulent de plus en plus partir à l'étranger étudier. Et c'est vrai que ça, on en vit les conséquences aujourd'hui, puisque à partir du moment où les années 2000, le système universitaire chinois est tourné vers l'international, ça a eu des conséquences considérables dans le monde entier. Le nombre d'étudiants, par exemple en France, le nombre d'étudiants chinois parmi le nombre d'étudiants étrangers est assez important. Les chercheurs qui occupent une place de plus en plus importante et qui recherchent des revues SSCI. Donc, je crois que dans votre comité de lecture, vous recevez beaucoup d'articles de chinois. Voilà. Les classements, on dit rankings souvent, les classements, à ce moment-là, ça n'existait pas trop, mais le classement de Shanghai a commencé à prendre une importance incroyable, plus d'autres changements. Donc, vous voyez que c'est toutes ces réformes de l'enseignement supérieur chinois qui expliquent que le français s'est développé. Bon, il se trouve que la langue française a, entre guillemets, enfin, la situation est que on ne parle pas français seulement en France, on parle français ailleurs, mais aussi et surtout en Afrique. Donc c'est sûr que pour les départements de français, ça a été très bien parce que les étudiants trouvaient un travail, toujours. Voyez? Donc ça, c'est parce qu'au bout d'un moment, un département qui les étudiants ne trouvent pas de travail, on va le fermer. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième période qui va jusqu'à, 80, qui va jusqu'avant le covid, on va dire. Arrêtons-nous avant le covid, voilà. Depuis le covid, je ne sais pas trop c'est quoi cette période-là. C'est sûr que depuis à peu près 2020, on commence à avoir des départements qui ferment. Ça, j'avais jamais vu encore ça depuis que je suis arrivé. J'ai pas le nombre exact, mais ça commence à fermer. On entend que, ou bien on recrute, une classe, 1 année sur 2, vous voyez? Donc ça commence ou à fermer ou ça commence à faiblir. Bon, alors c'est lié à quoi? Au départ, je pense que c'est la crise économique, il y a un chômage des jeunes important en Chine. Donc si un département, les étudiants ne trouvent pas de travail, ça c'est une on va le demander à ce qu'il ferme, voilà. Et par-dessus tout ça, l'IA est arrivée. Et là, l'IA, je pense, donc là, je ne veux pas développer parce qu'on va en parler
plus tard, l'IA probablement, joue un rôle. Nous, dans notre faculté des langues, on a 4 départements, anglais, français, espagnol et anglais, français, russe et japonais, pardon. Mais en anglais, ils avaient la traduction, ça a fermé. Depuis l'année dernière, on recrute plus et là, c'est clairement à cause de l'IA. Voilà, bon. Donc c'est ça pour les 3 périodes, voilà. Merci beaucoup. Et justement, on va parler de traduction. Si je passe à la deuxième question, ou est-ce que vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit David? C'est bon, je passe à la question pour Wanling. Merci beaucoup, hein, David, sur ce cadrage. Bon, très important évidemment pour pour les questions dont on va discuter aujourd'hui. Pour Wanling, justement, Liu Wanling, je voulais lui poser plutôt une question sur la traduction parce que euh, j'ai envie de dire 70% de toutes les traductions en sciences sociales N'exagère pas. du français vers le chinois sont faites par, non, je ne sais pas quel chiffre, mais c'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail et qui continue à faire un travail très très important de traduction des sciences sociales parce qu'elle est diplômée de l'EHESS en France. Et donc, voilà, elle fait, en plus de ses activités d'enseignante et de ses activités de chercheur, elle fait un énorme travail de traduction en sciences sociales, ce qui a été un des points d'accroche entre nous parce que moi-même j'ai fait un petit travail de traduction de l'anglais, curieusement, hein, parce que je parle anglais et chinois, mais on me demande de faire des traductions de l'anglais vers le français et pas du tout du chinois vers le français, ce qui pose l'autre question de la traduction. Quelle est la traduction qui est réalisée du chinois vers le français? Bon, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, peut-être, Wenling, tu peux nous parler un petit peu de la place de la traduction justement du français en Chine et dans les sciences sociales, puisque c'est le domaine que tu connais le mieux. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'il y a des politiques spécifiques? Et est-ce qu'il y a des évolutions notables dans ce domaine? On ne reviendra pas trop sur la question de la traduction, je ne crois pas. Donc, tu peux parler un petit peu des évolutions avec l'IA si tu le souhaites. Merci. D'accord, merci Camille. En fait, pour répondre à ta question, quelle est la situation de la traduction du français en Chine actuellement? S'il y a des évolutions, je dirais qu'aujourd'hui, la traduction du français, en Chine reste stable et relativement faible. Donc, si on regarde les chiffres, c'est justement ces dernières années, depuis 2024, en Chine, au total, la traduction du français en sciences sociales, il y aura, je dirais, 117 titres. Et en littérature, on aura 218 ouvrages en littérature, c'est-à-dire en littérature française qui ont été traduits en chinois. Il y aura 100 titres, enfin, ouvrages plus par rapport aux sciences sociales. Tous ces ouvrages ou des titres ont été publiés par des grosses maisons d'édition. On connaissait, y compris aussi la maison d'édition du commerce, The Commercial Press, qui occupe à peu près, j'ai le chiffre au total, 30, presque 30%, c'est-à-dire 36 livres du français en chinois. Et n'oubliez pas, il faut compter aussi des ouvrages réédités, des ouvrages classiques, par exemple Bourdieu ou Durkheim. Et il reste que 14 ouvrages, enfin, de nouveaux édités, traduits du français en chinois. C'est relativement faible. Dont la moitié par toi. Mais non. Et si on regarde les ouvrages traduits en chinois des langues étrangères, au total, je dirais toujours la même maison d'édition du commerce. Depuis 2024, ils ont oublié 827 ouvrages de langue en chinois, tout confondu des nouveaux titres ou plutôt rééditions. Enfin, si on compte les nouveaux titres, ils ont eu 219, c'est-à-dire parmi 219 ouvrages de nouvelle édition, il n'y a que 14 ouvrages en sciences sociales traduits du français en chinois. Et je pense il s'agit de la traduction du français en chinois. On regarde aussi de sens l'inverse, du chinois en français, c'est
également, c'est dans cette proportion relativement faible. On connaît tous le programme de traduction, On ne connaît pas tous. la traduction des ouvrages académiques chinois vers à l'étranger, de toutes langues confondues, a été créé en 2010. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans. Parmi 15 ans, il y a des bourses au total. Je compte 3188 bourses pour des ouvrages chinois traduits vers des langues étrangères, toutes les langues. Il y aura, pendant 15 ans, il n'y avait que 86 ouvrages chinois traduits en français. Donc, ça veut dire à peu près 2,7%. Donc, ça, c'est des vice-versa, des traductions du français ou traductions en chinois ou traductions du chinois en français. Donc, on pourrait dire, donc, dans ce domaine, il n'y a pas de demande spécifique pour traduction des ouvrages en sciences sociales ou même on confondit sciences humaines et sociales du français en chinois. En revanche, ces dernières années, avec l'initiative La route, Itai Ilu, la route Une et nouvelle la route de soie, la soie. nouvelle route de la soie, il y a pas mal des ouvrages, il y a pas mal des chercheurs qui traduisent des littératures africaines d'expression française dans le domaine littérature. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des évolutions et l'impact de l'IA sur la traduction? Pour l'instant, je ne vois pas des impacts dans la traduction en sciences sociales. Et encore moins en littérature, puisqu'il existe toujours cette voix disant que si performante que soit la traduction d'intelligence artificielle, elle ne se substituera jamais à la traduction humaine. Ça, c'est quand. Mais les traducteurs utilisent souvent, on sait, utilisent souvent l'intelligence artificielle pour traduire des textes bien formatés au standard, par exemple le contrat, actes juridiques ou même protocole, etc. etc. Est-ce qu'un jour, la traduction en sciences sociales sera aussi remplacée par la traduction intelligence artificielle? J'ai du doute, puisque moi-même, parfois, j'ai utilisé IA pour faire des traductions, forcément. Mais dans un cas particulier, comme aujourd'hui, on a discuté aussi avec Florence, si on traduit ce thème spécifique comme grammaire libérale, est-ce que l'IA sera capable de traduire exactement cette expression du français en chinois? J'ai encore des hésitations. C'est ça. Merci. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est ce que disait David tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des parcours traduction en Chine qui ferment. C'est pas un cas isolé, ce que disait David tout à l'heure, je crois. Il y a quand même une fermeture des parcours de traduction. Alors, pas en sciences sociales, mais des traductions tout court, quoi. Ouais. Donc, il y a quand même une évolution dans ce sens-là, notable, en tout cas. Mm. Et oui, les programmes dont parlait Wenling de traduction du gouvernement chinois, financés par le gouvernement chinois pour traduire des livres vers le français. Donc, c'est entièrement financé par le gouvernement chinois. La seule chose, c'est qu'il faut, il faut obtenir le financement, il faut trouver une maison d'édition française qui accepte de le faire, mais entièrement payée par le gouvernement chinois. Donc, elle n'a pas de sous. Et en fait, pour avoir candidaté avec des collègues à ces programmes, ce qu'on voit, la tendance dans les dernières années en tout cas, c'est que les maisons d'édition françaises ne veulent absolument pas en entendre parler du tout, quoi. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans, mais enfin moi, mon expérience, c'est que c'est extrêmement difficile de trouver une maison d'édition française qui soit prête à faire ça, quoi. Je peux ajouter quelques mots. C'est justement en parlant de ce programme, j'ai contacté aussi la maison d'édition EHSS, les sciences de l'homme, et aussi BUF. Donc, premièrement, pression universitaire française. Premièrement, c'est que les éditeurs français ne veulent pas avoir des ouvrages traduits du chinois. Enfin, ils préfèrent avoir des ouvrages écrits directement
en français, Bah pas de oui. traduction. Pourquoi les sociologues chinois n'écrivent-ils pas directement en français quand même, comme tout le monde? Pardon. Deuxièmement, je pense, enfin, ça lié aussi le marché ou la vente sur le marché des ouvrages et chaque maison d'édition, il veut avoir, quand même des subventions pour vendre des ouvrages en sciences sociales et en Chine, on sait que le lectorat, en sciences sociales, n'est pas nombreux. Et donc, il n'y aura pas de rentable pour chaque maison d'édition. Par exemple, pour moi, j'ai aussi des ouvrages, enfin, Laurent Desbonneau, comme tu sais. On cherche presque 2 ans pour trouver des subventions pour la publication. La maison d'édition chinoise, c'est le Center Compilation and Translation Press. Il veut avoir une subvention de 50 000 pour 50 publier. 000 50 000 yuan, renminbi, ça donc me- à peu près le à même, peu près. comme le dollar hongkongais. Ouais. Donc, pour publier cette traduction, c'est difficile de trouver des subventions pour publier en des sciences sociales. Et récemment, j'ai traduit le Philippe Descola pour son sculpture enfin, lance du sculpture. Les lances du crépuscule, Ouais, pas facile à pardon, dire. ouais. Et l'éditeur, pour avoir, enfin, trouver ce marché, pour avoir des éditeurs, il changeait le sous-titre. Au début, c'est des adjoints en Amazonie. Et au lieu de mettre le sous-titre d'origine, euh, l'éditrice m'a proposé de changer le sous-titre comme un meurtre dans des Indonéens en Amazonie. Donc, ça rend ce livre en littérature ethnographique en un roman des meurtres policiers pour justement attirer le public. Donc, on voit qu'il y a ce côté, oui, c'est vraiment c'est les stratégies enfin, marketing. Mm, mm. Merci beaucoup. Et donc notre troisième invité, Sylvain, qui va aussi apporter un regard plus sur Hong Kong, puisque Wenning et David travaillent en Chine continentale. Mais Sylvain, votre spécificité dans notre panel d'aujourd'hui, en plus de Hong Kong, c'est que vous n'êtes pas seulement enseignant de français, mais vous avez aussi une pratique artistique tout aussi importante. Enfin, je vous laisse dire l'importance relative de l'une et de l'autre. Mais du coup, bah, voilà la question, je vous l'ai dit, hein, je ne sais pas, c'est pas évident, mais est-ce que ces deux dimensions très différentes, a priori, pratique artistique autour de la photo, je crois, et enseignement du français, langue, est-ce qu'elles se nourrissent l'une l'autre et de quelle manière dans votre parcours en fait? Bon, bah, merci parce que j'aime bien la question. Comme je disais, on me l'a jamais posée. Et, et ça me fait plaisir d'y répondre. J'y réfléchis. Alors, au début, je me suis dit, bah, ça n'a rien à voir avec l'IA. Et puis, bien sûr que en même temps, les choses sont connectées. Tout enseignant sait que notre enseignement se nourrit de tout ce qu'on fait, hein. Et moi, j'aime bien faire plusieurs choses en plus. Et puis, il se trouve qu'avant d'enseigner le français, quand j'avais 20 ans, en fait, bon, là, j'enseigne pas du tout la photographie, hein, j'enseigne uniquement le français. La pratique, la photographie, c'est plus quelque chose de personnel. Mais j'ai quand même commencé par enseigner, alors enseigner la photographie, pas exactement, mais j'ai commencé par animer des ateliers avec des élèves de classe primaire ou maternelle dans des écoles en France, autour du texte et de l'image en, faisant des photos, en créant l'appareil photo, la caméra obscura, le sténopé, hein, c'est-à-dire l'appareil photo le plus simple avec des boîtes en aluminium. Et puis on sortait avec les enfants, on travaillait autour de la photographie, puis ensuite avec ça, on travaillait autour du texte. Donc c'est pas ça qui m'a amené à enseigner le français, hein, c'est plus un accident ensuite, mais pour dire que les choses elles sont effectivement un peu connectées dans ce sens-là. Après, comment est-ce que c'est la photographie qui nourrit plus mon travail d'enseignant de français ou le travail d'enseignant de français qui nourrit plus la photographie? Évidemment,
la culture photographique ou la culture visuelle que je peux avoir, nourrit énormément, le travail que je fais en tant qu'enseignant. Heu et ça, c'est visible parce qu'on fait, on développe nos propres manuels à l'université de Hong Kong et il se trouve que dans les manuels que je fais, quand je feuillette, je dis: «Ah bah tiens, il y a un texte là où on parle du temps» et puis on trouve une interview du photographe William Klein qui explique qu'est-ce que c'est le temps pour un photographe, c'est juste 2 secondes et cetera et puis on parle des autoportraits de Romano Palca, le peintre, le grand peintre qui se représentait, qui faisait un autoportrait après avoir terminé une œuvre à chaque fois, donc on le voit évoluer au fil de sa vie. Où on parle de cinéma aussi parce que c'est pas, la culture visuelle, mon domaine c'est pas la photographie, mais je me nourris aussi de la peinture, du cinéma et puis, plus particulièrement, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est le paysage et ça, à Hong Kong, c'est très intéressant, parce que d'abord, on a une diversité de paysages à Hong Kong qui est assez phénoménale, entre paysage urbain, paysage, naturel, l'hybridité du paysage, le paysage côtier et cetera et paysage sonore aussi, autant que visuel, et on travaille énormément avec les étudiants là-dessus et ce qui est intéressant dans les discussions avec les étudiants, c'est que finalement, très souvent en France, les élèves ont une formation au paysage, on a des observatoires du paysage, ça fait partie un peu, d'une éducation qu'on peut donner. Ici, c'est plutôt quelque chose qui est occulté, un petit peu, donc ils ont peu d'expérience de ça et ça leur permet de découvrir plein de choses. Alors bien sûr, le français, ça permet de discuter de ça et pour le paysage notamment, on travaille sur des textes, il y a un ouvrage de Marc Desportes qui a travaillé sur la représentation du paysage à travers les âges, en associant des techniques de représentation, la peinture, la photographie, le cinéma, à des moyens de transport, à des époques. On travaille aussi sur, moi je leur fais découvrir le travail aussi de, Léonard Dauphan qui s'appelle Géographie, qui est un chercheur qui a travaillé sur comment les Français se représentaient le paysage au Moyen Âge. À une époque où il existait très peu de représentation visuelle du paysage, mais et donc la représentation de l'environnement qu'avaient les Français à cette époque, elle venait surtout, du chant, de la chanson, de la poésie. On racontait les chants d'oiseaux et cetera et comme ça, on pouvait se représenter le territoire. Donc là, ça replace, le paysage sonore et puis d'un point de vue interculturel, c'est très intéressant aussi, puisque là, on commence après à parler, à discuter, paysage et cartographie et représentation du paysage en Chine. C'est très intéressant parce qu'on voit que dans la peinture chinoise, d'abord la représentation du paysage est beaucoup plus ancienne. Finalement, la peinture occidentale évoque le paysage, mais très peu et surtout à partir de la Renaissance, mais très peu avant. Quand vous voyez les peintures du Moyen Âge, vous avez des paysages qui sont assez petits, avec des personnages qui sont très grands, plus grands que les remparts, des châteaux, très souvent. Donc ce qui est mis en avant, c'est le personnage, alors que dans la peinture chinoise, on voit, la personne à une échelle beaucoup plus petite, hein, dans un paysage qui est souvent plus grand, où le paysage est quelque chose dans lequel on voyage, on se perd et cetera. Donc il y a toute une discussion, culturelle, interculturelle, autour de ça, qui est passionnante avec les étudiants. Ça vient certainement aussi donc de mon travail, de photographe, qui m'incite à parler de ça et après, je me dis: «Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec l'IA?» Pas grand-chose et en même temps, ça incite les étudiants, une fois qu'on a eu toutes ces discussions, quand ils reprennent le bus et qu'ils vont chez eux, ils sont beaucoup plus, enclins à observer le paysage autour d'eux, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc très souvent, ils me disent: «Ah bah oui, tiens, en fait, j'ai remarqué, il y a ça». Des choses qu'ils n'avaient pas forcément remarquées avant, qui étaient là, à une époque où, en général, quand on prend le bus ou le métro, on est plutôt sur son téléphone, heu, à faire quelque chose d'utile. Donc j'ai l'impression de remettre un peu d'inutilité dans le jeu et ça me plaît beaucoup. Alors je ne dénigre pas l'IA, hein, je suis très curieux de l'IA aussi. Heu
Voilà comment les choses se nourrissent et s'articulent, si ça a du sens. Oui, je pense que ça a beaucoup de sens. Euh, Après, je retiens une chose aussi que vous avez dit vraiment très 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 en passant sur le fait que voilà, à un moment vous enseignez la photographie, puis plus tard pour d'autres raisons vous êtes mis à enseigner les langues, etc. Et dans ce sens, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que alors on se connaît beaucoup moins que je ne connais Wenling et David, mais dans nos parcours, à un moment, les langues ont joué un rôle, parfois de circonstances, parfois voilà qui nous a fait bifurquer ou qui nous a permis de vivre des choses qu'on n'aurait pas pu vivre parce que c'est une ressource aussi, une langue qu'on peut, bah voilà, on peut enseigner, on peut donner des cours à l'Alliance française dans des cas particuliers, on peut rencontrer des gens qui veulent prendre des cours, etc. Ce qui permet de vivre des choses qu'on ne vivrait pas s'il n'y avait pas ça. Et la question, c'est est-ce que cet horizon qui existe ou non, je ne sais pas, est-ce que c'est un fantasme ou pas, mais un horizon où l'IA rendrait toutes ces communications inutiles finalement, bah, qu'est-ce que ça veut dire en termes de trajectoire de vie en fait voilà. Après, c'est une question auquel aucun de nous ne peut répondre, mais c'est des grandes questions qui sont derrière aujourd'hui ces transformations. Personne ne pense les choses comme ça aujourd'hui de l'IA. On se dit est-ce que les étudiants vont devenir plus bêtes ou moins bêtes, mais il n'y a pas que cette question-là en fait autour de l'IA. Alors ça y est, on arrive à l'IA. J'espère qu'on n'a pas épuisé toute votre patience. Donc la première question que je voudrais adresser à mes trois invités, c'est l'IA en tant qu'enseignant du français. Hein, euh, où est-ce que l'IA intervient dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça change concrètement en tant qu'enseignant? Quelle place elle a, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, je ne sais pas justement. Comment ça intervient? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en Faut premier. garder l'ordre. Non, on va changer d'ordre. Donc, on va prendre dans l'autre ordre. Ah zut. Bon, déjà, on constate que l'IA, c'est pas seulement pour nous, pour le français langue étrangère, mais c'est quelque chose qui est omniprésent. Alors, moi, quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit, peut-être j'ai pas eu de chance, mais dans ma carrière d'enseignant, j'ai vu deux révolutions technologiques majeures. La première, en début de carrière, quand je suis arrivé tout frais, que j'avais 25 ans, c'était Internet. Et ça a beaucoup changé les choses. Je ne m'attendais pas à en voir une deuxième arriver, j'aurais dû le voir quand même, mais et plutôt en fin de carrière où peut-être il y a moins de flexibilité, il y a moins de plasticité, il y a peut-être. Mais j'ai la chance d'être curieux. Donc quand Internet quand on a commencé avec Internet, la première chose que j'ai fait, c'était apprendre le langage HTML, à coder, à faire des sites web et tout ça, et à exploiter un peu le potentiel de tout ça. Heu, mais je me dis que la différence, c'est que finalement, internet, ça a été une révolution technologique, qui a été sur une durée un peu beaucoup plus longue. Je botte un peu en touche là sur l'IA, je m'en rends compte, mais mais C'est très libre, le format est très libre, chacun. voilà. Mais on a eu le temps de suivre les choses, et finalement, c'est quelque chose qui a peu évolué dans le temps. Moi, quand je suis arrivé en 95, on était déjà à HTML2, voire 3, et aujourd'hui, on est à HTML5 en 30 ans. Donc en 30 ans, c'est pas quelque chose qui a évolué énormément. Le problème de l'IA, c'est que c'est à la fois aujourd'hui quelque chose d'omniprésent et quelque chose qui va très très vite. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on parle déjà des agents IA ou des accompagnants IA qui sont en train de supplanter les IA génératives, alors que moi, je ne suis pas encore totalement au point sur l'IA générative. L'autre aspect, c'est que autant Internet, c'est quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement, autant l'IA, c'est beaucoup moins tangible. On a beaucoup plus de mal à comprendre de quoi il s'agit. On est sur des modèles large language model qui sont donc des exploitations de texte immenses. On est avec des machines qui parlent à des machines. Donc c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Après, au quotidien, dans la pratique qu'on a avec les étudiants, c'est quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qu'on utilise, et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui. Mais c'est une question qui anime beaucoup qui divise beaucoup les enseignants. À l'université, c'est le grand débat. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? L'université elle-même, depuis 2023, au début, elle a dit non, l'IA, non.
Après, l'IA, oui, un peu, mais pas beaucoup, mais un peu. Et maintenant, l'IA doit être partout. On doit former les étudiants, qu'on l'aime ou pas. L'IA, c'est l'avenir, c'est là, il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. Donc nous, on a développé des modules, pardon, de formation des étudiants à l'IA et aux outils numériques, parce que ça nous a fait prendre conscience également qu'on était un peu en retard sur la formation des étudiants sur certains outils, comme justement les outils de traduction. Mais il faut dire qu'avant, alors on s'est beaucoup amusé à faire des textes surréalistes entre le français et le chinois, et le chinois et le français, avec des Google Translate, par exemple. Mais on s'est aperçu que de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais, il y a eu quand même un bond qualitatif des outils de traduction qui aujourd'hui permettent des choses qu'on ne pouvait pas avant. Donc on est obligé de former les étudiants à ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Le problème, c'est que ça redessine notre rôle, ça re-questionne aussi le rôle de l'université, qu'est-ce que c'est le savoir, comment on évalue les choses, etc. Voilà. Non, je reprends. Oui, d'accord. Je ne fais pas un très bon modérateur parce que j'ai toujours envie de participer au lieu de poser des questions, j'ai envie de donner mon avis. Mais oui, et puis on va rebondir, tu pourras redire s'il y a des choses qui reviennent, etc. Mais juste, je voulais dire, alors effectivement, il y a la question très large en général, tous les enseignants, qu'est-ce qu'ils font avec l'IA? Et là-dessus, je vous invite à écouter, parce que c'est un enregistrement sonore, mais à écouter notre autre table ronde sur cette question précisément. Donc pas sur les langues, mais sur IA et enseignement qu'on a fait à HKUST le mois dernier, et l'enregistrement est sur le site du CEFC, et c'était très intéressant également. Alors, Wenling, de ton côté, même question, comment est-ce que toi, dans ton pratique d'enseignante, l'IA est intervenue pour le meilleur ou pour le pire? Pour les enseignants et même personnellement pour moi, on a l'habitude d'utiliser l'IA. Par exemple, si je prépare des cours, je fais des recherches, je fais des traductions, je m'oriente directement sur IA pour m'aider à préparer des cours. Par exemple, si je prépare le texte et si je veux faire PowerPoint, donc je lance le texte à IA PPT et donc j'aurai le PowerPoint tout de suite. Je pense que la plupart des enseignants font ce geste. Ouais, donc ça, c'est pour les enseignants et donc par exemple, une de mes collègues, dit un jour, disant que: «Sans ChatGPT, je ne sais plus dire ou je ne sais plus écrire». Ça, c'est la situation actuelle et Elle ne sait pour plus écrire en chinois ou en français? Parce en que chinois. en chinois, En chinois, d'accord. C'est pas la c'est-à-dire, question je des sais langues qu'on peut. non, c'est pas la question de langue, c'est justement la question de rédaction. Et et à bureau, on prend l'habitude de chercher l'assistance de IA. Ça, c'est pour les enseignants. Et pour, si on parle aussi des réformes d'enseignement des langues dans les établissements supérieurs en Chine, depuis cette année-là, dans notre département, dans notre faculté, enfin, je reviens sur David, c'est-à-dire, il n'existera plus la filière du département de français. C'est français plus IA, ou plutôt japonais plus IA. Donc, les départements traditionnels des langues n'existent plus. C'est pour former les étudiants en double cursus. Le premier cursus, c'est la langue française, et d'autres, c'est IA ou d'autres spécialités. Par exemple, dans notre programme envisagé pour 2026, il y aura 170 crédits, enfin de EDC, pour avoir le diplôme de département de français plus IA. Et donc, il y aura 18,5 crédits pour des sciences ou des sciences dures. Par exemple, algorithme linéaire, mathématiques. Il y aura aussi, je compte, 17 pour IA. 17 crédits pour IA, c'est-à-dire les étudiants devront apprendre la base de programmation ou analyse de big data, etc., etc. Il y aura aussi 16
crédits pour d'autres, enfin, la deuxième spécialité, deuxième option, c'est-à-dire soit c'est des ingénieries des programmes électroniques ou ingénierie technologie, informatique ou des sciences ou ingénierie des matériaux ou plutôt des gestions d'entreprise, etc., etc. C'est-à-dire, il ne reste que 70 EDC ou des crédits pour apprentissage de langue du français. Pendant 4 ans. Donc, c'est ça la situation. Et je pense que cette génération des jeunes, ils, ils ont aussi l'habitude d'utiliser IA. On a parlé aussi pour la rédaction des mémoires. Les jeunes faire des dissertations avec l'assistante d'IA ou même ils demandent IA pour aider à faire des mémoires complètes. Il n'y a pas de réflexion ou de réflexion personnelle dans... Mais ça, c'est la norme en Chine maintenant d'avoir le département ou les programmes qui sont langue plus IA. Non, ce n'est pas Ou des c'est normes, c'est pour notre université. pour votre Ben, université? pour notre université, c'était IA plus langue plus IA. Peut-être dans d'autres universités, il y aura aussi langue plus area studies Oui, ou il y des a quand même une régionales transformation de extensions. beaucoup, pas de tous, mais quand même, c'est une tendance, semble-t-il, très générale. C'est que tous les départements de langue se transforment d'une manière ou d'une autre. Donc, vous, c'est l'IA. C'est D'autres fois, c'est études régionales avec l'Afrique. C'est ce qui s'est passé chez nous. On avait Ah un oui. major en français. Aujourd'hui, on est intégré dans un Global and Area Studies, c'est-à-dire études régionales. C'est un grand ouais. développement. Et C'est ça. notre collègue à Jongda, à Sun Ben, Yat-sen, oui, oui. notre collègue à Sun Yat-sen, enfin nos collègues à Sun Yat-sen, Oui. mais eux, c'est langue plus droit. Donc voilà. Et justement, enfin, avant de donner la parole à David, mais si tu veux rajouter des choses, mais ce qui me frappe dans l'intervention de Sylvain et dans l'intervention de Wenling, c'est que vous dites des choses qui semblent être vraies pour toutes les matières, c'est-à-dire les étudiants écrivent les mémoires avec l'IA, les professeurs écrivent les PDF avec l'IA, etc. Donc il y a quelque chose qui semble pas du tout spécifique aux langues, et en même temps, il y a que les départements de langue qui sont dans une crise, semble-t-il, enfin dans une reconversion, on va pas dire forcément crise, mais en tout cas, il semble que derrière la reconversion, il y a une crise quand même. Donc il y a quand même quelque chose de spécifique aux langues, mais qui n'est pas si facile à saisir, puisque ce que vous dites, ce sont des transformations qu'on voit à l'œuvre partout aujourd'hui à l'université. Donc là, il y a une question en suspens. Je ne sais pas, Wanning, si tu voulais dire d'autres choses sur ça, ou si... Je pense que ce n'est pas la spécificité de département des langues, hein. C'est comme tu dis, c'est dans l'ensemble, dans l'enseignement Ouais, sauf supérieur, que les sauf départements de mathématiques, ils ne deviennent pas mathématiques plus droit, quoi. et en revanche, nous avons aussi la spécialité de la traduction, traduction anglaise et maintenant, donc on ne se pose pas les questions si on utilise IA ou pas. C'est-à-dire, comment utiliser IA pour aider la traduction. Donc, Sachant on qu'en le plus, les transforme. traducteurs sont quand même très mal payés partout dans le monde, mais notamment en Chine. Et que du coup, s'ils peuvent passer moins de temps à traduire, vu qu'ils sont très bien payés, c'est pas plus mal. Alors après, est-ce qu'ils vont être encore plus mal payés parce que du coup, ils font moins de boulot? Bon, je sais pas. David, est-ce que tu veux... comment l'IA intervient dans ton enseignement du français et dans ton département et peut-être auprès de tes collègues, je sais pas. Oui, 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 j'ai fait ma petite enquête avant de venir auprès de mes collègues. Donc mais avant, je voudrais juste rebondir sur ce point parce que quand je vous ai parlé de la troisième période, depuis le Covid, en gros, c'est vrai que je dis, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser de cette période. C'est sûr que c'est pas facile de faire de l'analyse du temps très contemporain. Bon, mais effectivement, ça, c'est peut-être une tendance. Donc, nous, en septembre, j'ai oublié de le dire en introduction, mais nous, en septembre, c'est français et économie. Yes, on est très heureux. Voilà. Bon, mais on n'a pas eu le choix. Tu aurais préféré français et droit. Tu te sentais plus à l'aise. Mais en tout cas, c'est clair que c'était imposé. Je pense qu'à Jongda, ça a été imposé. Vous aussi, ça a été imposé. Hein. Il y a pas, voilà, on n'a pas le choix. C'était français et économie. Il fallait se mettre avec l'économie. Donc, non, c'est pas. Alors, le discours officiel, c'est de dire qu'il y a une menace pour les langues.
Donc, mais après moi je suis quand même assez, j'aime bien le temps long, j'aime bien ne pas faire des analyses à chaud. Il y a peut-être une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas ouvert trop de départements de langue en Chine? C'est-à-dire quand on est les 170 départements de français, est-ce que il y avait besoin d'autant de départements de français en Chine parce qu'à un moment donné, ça n'arrêtait pas. Les départements de japonais, il y en a, comme je disais, 800. L'allemand, il y en a 150. Enfin bon, est-ce qu'il y a, donc c'est une autre question qui se pose, quoi, que c'est peut-être aussi que là, on se rend compte qu'à un moment donné, surtout parce qu'en ce moment, il y a un gros problème de chômage des jeunes. En Chine, c'est une catastrophe. Les jeunes ne trouvent pas de travail. Et ça se sait peu. Je ne sais pas si ça se sait à Hong Kong, mais là, j'étais en France il n'y a pas longtemps, ils ne le savaient pas, hein. Donc, je ne sais pas de quoi parle la presse française, mais pas de ça Et les apparemment. chercheurs sur la Mais Chine, hein, que font les chercheurs sur la Chine? je Pardon. sais pas. Mais en tout cas, bon, voilà, donc ça, c'est une mission. Alors, pour l'IA, oui, moi, j'ai un peu, j'ai préparé pas mal de choses par rapport à cette question-là. Alors là, j'en suis pas du tout spécialiste, mais effectivement, on le vit. La première chose, quand même, que je remarque, puisque moi, je partage mon temps, en fait, c'est un peu loin, mais bon, entre la Chine, le Québec et la France. Voilà, je suis dans ces trois aires académiques, et en fait, la perception de l'IA est pas du tout la même, quoi. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est quand même en général toujours vu de manière très positive. C'est le côté moderne, c'est l'avenir, et cetera. Bon, je vois qu'au Québec, par exemple, c'est beaucoup plus mitigé parce que je suis aussi chargé de cours dans une petite université au Québec et je vois que c'est pas il n'y a pas le même enthousiasme du tout que, ce que je vois en Chine. Donc ça, c'était peut-être une première observation. Sur les départements de français, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, tu l'as dit un petit peu, on a 2 types de cours. On a les cours de langue et les cours de contenu. Les cours où les étudiants vont apprendre, par exemple, je sais pas moi, un cours de civilisation, de littérature. Donc là, c'est des cours en français, mais qui portent sur quelque chose. Et puis il y a les cours de langue. La menace n'est pas la même pour l'IA. Pour les cours de langue, c'est clair que là, c'est la grosse menace. C'est un petit peu la catastrophe, je crois. Et ça, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Alors après, Heu, je pensais d'abord que je vais commencer côté enseignant. Côté enseignant, c'est sûr que je dirais que le temps pédagogique est un temps long, en fait. Alors, il y en a qui diront que les enseignants sont conservateurs. Moi, je ne le présenterai pas comme ça, mais disons que, par exemple, si on regarde l'histoire des méthodologies d'enseignement des langues, on voit une succession. Donc, on avait la méthode traditionnelle, après la méthode directe, la méthode orale, audiovisuelle, et cetera, l'approche communicative aujourd'hui. Bon, donc on a l'impression que les méthodes se succèdent comme ça et que la nouvelle efface la précédente, alors que c'est absolument pas ça qui se passe. On va toujours faire un petit peu un mélange de choses et on retrouve encore de la méthode traditionnelle, qui s'est développée au XVIIe siècle, on en retrouve encore aujourd'hui. Donc le temps didactique, c'est un temps long et là, on est télescopé par l'IA, parce que l'IA, ça fait quand même pas très longtemps. Alors les gens me disent: «Ben là, ça fait 3 ans, il faudrait qu'il y ait un petit réveil», mais 3 ans sur un temps pédagogique long, c'est rien, quoi, vraiment. Donc là, ça, c'est quand même un 1er télescopage. Toujours sur la temporalité, c'est vrai qu'il y a cette différence de temporalité aussi, c'est que, bon, apprendre une langue, c'est long et laborieux. Alors, à part les gens qui sont passionnés par les langues, les cultures, qui adorent voir comment on dit ça en telle langue, en telle langue, mais ça, c'est une minorité. La plupart des gens trouvent que c'est lent, c'est long d'apprendre une langue, c'est pas facile. Quand ils voient un enfant, qu'ils ont l'impression que l'enfant apprend beaucoup plus vite, donc ça, il y a comme un télescopage du temps, même si avec l'enfant, je pense que c'est faussé. Mais là, l'IA, c'est encore pire, puisque l'IA, en une seconde, elle vous sort la phrase parfaite, alors que vous, ça fait des années que vous travaillez sur la langue, là, et que ça fonctionne pas. Donc, il y a cet autre choc de temporalité, je trouve. Euh, alors, comme Sylvain, on a un certain âge que la couleur de nos cheveux trahissent et qui fait que on, Là-dessus, au moins, moi, personne ne peut toi, dire. ça va. Et c'est vrai qu'effectivement, donc, il y a eu à l'époque ce qu'on appelait les TIS côté européen, les TIC côté québécois, bon, l'Internet, etc. Bon, et c'est vrai que ça avait secoué, on avait été perturbé, et donc il y avait beaucoup de formations qui se sont développées, de colloques, de ça. Mais moi, j'avais noté à l'époque, donc j'ai le privilège de l'âge, je peux m'en souvenir, que à l'époque, c'était les techniciens qui avaient pris le dessus sur les pédagogues. C'est les techniciens qui organisaient les formations, qui organisaient les colloques, qui écrivaient les articles sur tout ce qu'on appelait les nouvelles technologies. Et là, ben, on peut apprendre de cette erreur, parce qu'à mon avis, c'était une erreur. Parce que bien, c'est les techniciens qui nous expliquaient qu'on pouvait faire ça avec Internet, ça avec bon, tout ce que vous voulez. Bon, et là,
je suis allé parce que je ne suis pas un grand fan de l'IA, mais je suis allé à quelques événements, etc. Et les techniciens, à nouveau, reprennent le pouvoir. Et pas les pédagogues. C'est les techniciens qui nous expliquent qu'avec l'IA, on peut faire ceci pour les langues, on peut faire cela, mais c'est pas les pédagogues qui viennent là. Et donc, je pense qu'en tant que pédagogue, il va falloir qu'on se défende, il va falloir qu'on se lève et que peut-être qu'on prenne ça en main et qu'on laisse pas ça aux techniciens. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, au mi-temps des années 90, Ouais. on avait assez de voir tous les techniciens débarquer en disant, Oui, oui. Mais mes techniciens qui avançaient masqués, parce qu'ils avançaient. Quand je dis techniciens, c'était des gens en éducation quand même, mais qui en réalité étaient surtout spécialisés dans le côté technique. En fait, ils n'étaient pas du tout sur la pédagogie. Alors qu'en fait, là, la question, c'est de savoir comment on fait avec l'IA, comment je vais réussir à pas le faire tomber. Donc ça, c'était pour le côté enseignant. Alors après que le côté enseignant, oui, effectivement, les enseignants disent qu'ils l'utilisent, ça sert pour préparer les cours, etc. Ça c'est évident. Côté apprenant, c'est sûr que pour les mémoires de fin d'études qu'on a en Chine, c'est une catastrophe, puisque les mémoires n'ont jamais été aussi bien écrits dans un français qui est extraordinaire. Voilà. Alors j'y vais directement, je mets les pieds dans le plat par rapport à la question du plagiat, puisque c'est ça qui est posé. Euh, Moi, je dirais que c'est quand même pas, c'est plutôt un continuum. C'est pas j'ai plagié ou j'ai pas plagié du tout. Il y a un continuum. Plagier ou utiliser le. Parce que utiliser l'IA, c'est pas plagier. Oui, ben, on le considère comme, au Québec, Vous on le appelez considère ça. comme du plagiat, hein, D'accord. si Parce que pour moi, c'est autre chose. Il crée un contenu original, il se nourrit. oui, mais si le mémoire est écrit par l'IA, c'est considéré comme du plagiat, D'accord. tu vois. Mais et en fait, on s'aperçoit, par exemple, il y a des étudiants qui ont clairement utilisé l'IA parce que leur texte, il n'y a pas de faute, très bien. Mais en fait, quand on a l'oral, la soutenance, en fait, ils savent très bien de quoi ça parle et on voit qu'ils ont réfléchi. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, c'est pas comme genre, je dis à l'IA, voilà le sujet, fais-moi, ou même donne-moi un sujet et puis fais-moi le mémoire. Mais c'est, voilà, on va travailler avec l'IA pour arriver à ce qu'il y ait quand même une production intellectuelle. Alors c'est vrai que pour les enseignants, il y a quand même un moyen de s'en sortir, mais ça demande du travail, c'est de faire un suivi régulier. C'est-à-dire que nous, les mémoires, ils choisissent leur sujet vers novembre, ils soutiennent fin avril. Donc il y a quand même 6 mois. Sur 6 mois, c'est sûr que si vous le voyez que 2 fois, là, c'est la porte ouverte à l'IA. Bon, mais si vous le voyez toutes les 3 semaines pour parler du sujet, comment il a évalué et comment il a évolué, là, à ce moment-là, on peut quand même s'en prémunir. Voilà. Mais c'est sûr que pour moi, la grande inquiétude, c'est pour l'apprentissage de la langue. Voilà, ça, c'est clair alors, pour les étudiants, il y a peut-être deux. Parce que c'est sûr que faut être positif, comme on dit, par rapport à l'IA. Ok, donc on est positif, très bien. Bon, mais c'est sûr qu'il y a le comportement. Donc, l'élève qui apprend une langue ou l'étudiant qui apprend une langue, il va utiliser l'IA pour son texte, enfin, il va utiliser l'IA. Même, j'ai appris qu'il y avait des étudiants qui nous enregistraient et qui mettent la bande dans l'IA et l'IA fait la transcription comme ça. Bon, donc on peut utiliser l'IA comme ça, l'étudiant qui s'en sort pas, donc il va faire des phrases magnifiques grâce à l'IA. Bon, donc là, il progresse pas, etc. Mais là, on va voir, c'est vrai, une inégalité entre étudiants parce qu'il y a l'étudiant qui est déjà doué à la base, parce que tout le monde le dit, dans l'IA, ça dépend le prompt, le fameux prompt. D'ailleurs, on n'a pas un mot en français parce que tout le monde dit prompt. Mais enfin bon, Non, c'est prompt. c'est prompt. Bon, ok, bon, prompt avec un accent bien français. Donc, le prompt, tout le monde dit que c'est ça qui compte quand on utilise l'IA. Bon, mais là, c'est pareil, c'est que les étudiants qui sont déjà bien avant, qui sont forts, qui savent travailler, qui ont une conscience métacognitive, ces étudiants-là, ils vont savoir utiliser l'IA. Donc, en gros, les bons vont rester bons, les mauvais vont rester mauvais. Donc, tout ça, c'est pas des perspectives très, très encourageantes. Voilà. Je regarde ce que j'ai. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faudrait probablement, au niveau d'un département comme le tien, comme le mien, il faudrait qu'on ait une politique de l'IA, mais c'est pas évident parce que en fait, mais nous-mêmes, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, c'est à part y réfléchir et constater. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est sûr que bon, on parle de nouveaux paradigmes. Le mot est souvent mis à toutes les sauces. C'est sûr qu'on est c'est une nouvelle manière de penser, mais le problème, c'est qu'on voit pas encore ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, on est dans du bricolage, alors qui fonctionne. Le bricolage qui fonctionne, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt pour le mémoire, on fait un suivi régulier. Là,
c'est sûr que l'étudiant va vraiment travailler. Bon, un autre bricolage qui est utilisé partout dans le monde maintenant, c'est que le travail en classe est à nouveau valorisé. Le travail à la maison, beh, non, parce que c'est l'IA qui va le faire. Donc, du coup, là, ça va être en classe qu'on va faire des évaluations. Mais c'est du bricolage. On n'est pas encore dans la et autant dans les cours de contenu, parce qu'au Québec, j'enseigne en éducation, dans les cours de contenu, je vois davantage des solutions, mais en langue, pour l'instant, j'en vois pas trop. Merci. Ce que je retiens, on va avancer un peu, puis on reviendra peut-être dans la discussion avec vous sur ces questions, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer sur vraiment concrètement. On a du mal à saisir, hein, je vois même dans vos... Concrètement, à quel moment ça intervient, quoi. Ce qu'on voit, c'est que, bah oui, à la fin, ils rendent un devoir qui a été fait complètement par IA, mais du coup, dans leur parcours quotidien, vraiment au moment un peu fin de la langue, où est-ce que ça intervient, où est-ce que ça n'intervient pas, ça reste difficile. Ce qui est intéressant, tu disais le travail en classe, c'est revalorisé. Et je dirais aussi, en vous entendant, et notamment ce que tu disais, l'oral est revalorisé en fait. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que comme l'écrit, ben voilà, il faut parler avec l'étudiant sur son mémoire. Le mémoire, il peut rester écrit. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu dans notre table ronde avec les autres enseignants hors langue à HKUST, c'est que l'écrit, bah oui, l'écrit notamment à la maison est très très affaibli. Et l'oral est au minimum un complément important pour accompagner et ce qui peut être intéressant pour les langues quand même. Si l'oral devient plus important, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour les langues. Et sur le plagiat, oui, c'est juste une toute petite parenthèse, mais puisque nous, on édite un journal, et là, en tant qu'éditeur, on a le même problème en fait. Est-ce que l'article a été écrit par une IA ou pas en fait? Et alors, on ne considère pas ça comme du plagiat dans le sens où le plagiat, on va prendre la pensée de quelqu'un, alors que justement, dans l'édition, l'IA n'est pas quelqu'un. Donc l'IA n'est pas un auteur. Donc c'est un des problèmes. Par exemple, on ne peut pas co-signer un article avec une IA. Ça, c'est pas possible. Donc, mais ça a été fait, hein, ça a été fait au tout début de l'IA, et puis finalement, ça a été statué que non, en fait, on ne pouvait pas. Donc, voilà, la question de qui est l'auteur du texte de l'IA. La table ronde n'est pas que sur l'IA, c'est sur l'évolution du français aujourd'hui avec l'IA, entre autres. Mais du coup, l'autre question, et je pense qu'après, on passera au débat parce qu'on est déjà bien avancé dans l'heure, mais je voulais savoir un petit peu qui, dans vos expériences différentes, dans des lieux assez différents, qui sont les étudiants qui apprennent encore le français aujourd'hui et pourquoi? Pourquoi ils viennent apprendre le français? Est-ce que vous avez vu des changements ces dernières années dans le profil ou dans les attentes de ces étudiants, voire dans les parcours après de ces étudiants, si vous avez un peu de suivi. Voilà. Alors, je ne sais pas qui commence. Allez, un volontaire, un vrai volontaire. Quelle était la question? C'était sur les attentes des étudiants et qui sont-ils? Je pense qu'ils n'ont pas, enfin, à Hong Kong, ils n'ont pas beaucoup changé. On a d'abord par rapport aux autres langues, ce que David disait sur la chute du français, c'est vrai qu'on constate une baisse du nombre d'étudiants, mais quand on compare avec les autres langues à l'université, dans notre programme de Global and Area Studies, on a à peu près 9 langues qui sont enseignées et on voit qu'il y a des langues qui souffrent beaucoup plus que le français. Le français, on a la chance comme ça d'avoir un public qui est assez divers, qui a des motivations assez diverses. Alors aujourd'hui, évidemment, on apprend beaucoup moins le français pour des raisons utilitaires, ça c'est sûr, mais ça c'est aussi intégré dans la façon dont le français est enseigné. Euh, Par contre, tout l'aspect culturel, justement, qui peut pas être forcément pris en compte par l'IA, est très présent dans les motivations des étudiants. Après toutes les motivations, professionnelles, carrière, études supérieures, jouent aussi, hein. Mais, évidemment, sur l'idée du temps, le problème des langues, et c'est peut-être une des causes aussi de la baisse du nombre d'étudiants, c'est qu'effectivement, par rapport à d'autres sujets comme les mathématiques, nous, on offre des cours qui, pour un certain nombre de crédits, obligent les étudiants à passer 4 heures, 5 heures, 6 heures dans les cours de langue, alors qu'ils peuvent obtenir le même nombre de crédits en passant 2 heures dans un autre cours. Donc, on a un investissement qui est beaucoup plus, ça leur coûte beaucoup plus cher de faire des langues. Et je pense que ça, c'est
ça peut expliquer aujourd'hui le nombre d'étudiants qui baisse en français. Par contre, je ne vois pas un grand changement dans le public qu'on a et dans les motivations des étudiants. Et d'ailleurs, ils ont pas. C'est assez marrant parce que nos étudiants, ils intègrent beaucoup l'IA, mais ils sont assez méfiants aussi. Ils ont un regard assez critique là-dessus. Notamment, je pensais, l'IA, c'est aussi intéressant parce que c'est pas seulement un outil, c'est aussi un objet de débat. Et comme on est ici à Hong Kong, nous, quand on enseigne le français, on leur donne des articles de journaux sur l'IA en France, et on voit que effectivement, ça n'a pas la même place en Chine et en France. Ça n'a pas la même vision. Les gens n'ont pas la même vision de l'IA en Chine et en France. On est face à la Chine, face à un pays qui a fait sa révolution technologique, alors qu'en France, on se voit encore, notamment l'université, comme un espace de résistance dans le domaine des humanités, notamment sur l'IA. Voilà. Mais pour nos étudiants, moi, j'ai pas vu de. On a moins d'étudiants, mais c'est à peu près les mêmes, je trouve. Moi, je pense qu'à cette question, qu'attendent les étudiants chinois de langue, là, il faut distinguer les deux catégories, je pense. D'un côté, c'est les élèves et les étudiants en dehors de l'institution, enfin, d'établissements d'enseignement supérieur. Par exemple, à Chengdu, il y a pas mal de jeunes qui veulent passer l'examen ou plutôt veulent continuer leurs études en France ou simplement pour tenter d'autres cultures anglophones. Ils apprennent la langue française à l'Alliance française. Et à Chengdu, il y a aussi pas mal d'écoles primaires, lycées, collèges. Ils s'ouvrent des classes de français pour que les jeunes apprennent le français. Mais je suis sûre que après leur concours national, ils ne veulent pas continuer leurs études en langue française. Ça, c'est d'un côté. Le nombre des étudiants, des élèves augmente rien qu'à Chengdu. Et d'un autre côté, si je parle des étudiants dans notre département de français, ce sera une autre chose, puisqu'il faut bien voir le profil de nos étudiants. Premièrement, ce sont des étudiants de meilleurs élèves. Ils veulent rentrer d'abord dans un établissement d'enseignement supérieur de premier rang. 98ou 189, 85, etc. Mais leur note n'atteint pas l'université, par exemple Tsinghua ou Pékin. Et le meilleur choix, c'est de choisir un autre établissement comme nous. C'est des premiers, ça rentre dans le premier rang, mais ce n'est pas du top, c'est le premier choix. Et deuxièmement, une fois choisis ou sélectionnés dans notre université, et ils auront deuxième option, c'est-à-dire soit on rentre dans des facultés des langues étrangères ou soit dans d'autres départements, par exemple administration publique ou économie. Et dans ce cas-là, ils risqueraient d'être refusés par ce genre de département puisque leur recrutement, le niveau est est supérieur à notre département. Donc, on dirait après deux choix ou sélections, les étudiants rentrent dans la faculté des langues étrangères. Et ensuite, ils calculent aussi leur intérêt. S'ils continuent à apprendre la langue anglaise, ou ils vont faire d'autres choix, choisir d'autres langues qu'anglais. Donc, il y aura deux choix, c'est japonais et français. Vous savez, les jeunes n'aiment pas apprendre le japonais en raison idéologiques. Donc, le seul choix, c'est le français. Ça, c'est pour nos étudiants, c'est un cas particulier. Et après 4 ans d'études de langue française, je compte seulement pour la promotion de l'année dernière, en 2014. Nous avons eu 18 étudiants diplômés et un tiers des Français, enfin des élèves, continuent leurs études en master
de la culture ou langue française et un tiers où une étudiante continue ses études en France, c'est un cas. Et un tiers des étudiants cherchent leur travail dans des entreprises, mais ils n'utilisent pas la langue française. Et un tiers, le reste, ça y passe le concours de fonction et entre fonctionnaires qui rentrent dans un bureau administratif de la ville ou dans d'autres services. Donc voilà le cas. Je pense qu'il n'y a pas de grand intérêt pour des jeunes, en tout cas dans notre cas, pour la langue ou la culture française aujourd'hui. Je ne sais pas si vous. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2013. Et en 2013, il y avait quand même le secrétaire Financial Secretary de Hong Kong de l'époque qui avait quand même déclaré que appartenir à la classe moyenne, c'était boire des cafés expresso et regarder des films français. Donc, voilà, sur la motivation des étudiants localement, ça peut replacer les choses. Bon, moi, c'est une histoire, une question qui me tient vraiment à cœur, hein, cette question-là, parce que justement, je trouve qu'on dit beaucoup de choses qui sont pas justes, et là, ce que tu as dit est très, très juste, et je partage complètement tes propos. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, je demandais aux étudiants pourquoi vous apprenez le français, pourquoi vous avez choisi le français comme spécialité, et puis la réponse était parce que le français est romantique. Bon, donc, on me disait ça au nord, au sud, à l'est. Ouais, bon. Donc, c'est une réponse complètement stupide, hein, parce que quand on connaît le système universitaire chinois, à quel point il est concurrentiel, on va certainement pas choisir une spécialité universitaire parce qu'elle est romantique, d'accord? Donc, je me suis dit, finalement, c'est pas la réponse qui est stupide, c'est ma question qui est stupide. C'est-à-dire que je pose pas la bonne question. Et donc, là, ça m'a pris du temps à savoir c'est quoi la bonne question. Bon. Et en fait, effectivement, on est dans un système tellement concurrentiel, comme tu l'as expliqué, que c'est pas du tout un choix de langue. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les étudiants qui arrivent en français n'aiment pas le français, n'aiment pas les langues, etc. Il y a quand même, bon, dans le secondaire, il y a la filière scientifique, filière littéraire. Donc, c'est sûr que ça va être plutôt des gens en filière littéraire qui vont arriver en français. Bon, mais c'est pas ça du tout. C'est tout le calcul que tu as expliqué, là, tout ce calcul de j'ai combien de scores au Gaokao, pour entrer en université, il me faut combien, etc., qui fait on va choisir ça. Mais après, c'est vrai que, vous savez, il y a le choc culturel inversé. Je me suis dit, mais en France, qui est mon premier pays, est-ce que c'est pas comme ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie avec les grandes écoles, ensuite les universités, et donc si on est excellent, on va faire des classes prépa, grandes écoles, donc il y a un petit peu aussi ce côté-là. Je suis pas sûr qu'en France, finalement, on choisisse tant que ça la spécialité. Bon, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas une question d'amour du français, même si on peut avoir des étudiants qui adorent le français quand même, hein. C'est pas incompatible, voilà. Et pour ce que Wanling disait par rapport à l'école primaire, par rapport à l'école secondaire, qu'il y a des classes de français qui ouvrent, il faut pas confondre, hein. C'est de l'affichage international, c'est-à-dire des écoles où on va offrir comme quelque chose de taste of something, like français ou autre chose. Et le français, c'est toujours bien vu en Chine, il n'y a aucun problème, hein, là-dessus. Donc voilà, mais il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ce français-là, ces étudiants-là, ces élèves-là ne vont jamais choisir le français au Gaokao. D'ailleurs, le français au Gaokao a été ouvert il y a quelques années et ça ne progresse pas beaucoup. Yes, 2017 et ça ne progresse pas le nombre d'inscrits. Pourquoi? Parce que ça a la réputation d'être difficile. Donc, on va certainement pas prendre le risque. On va prendre l'anglais au Gaokao et certainement pas le français. Donc, sur cette appétence-là, il faut être vraiment très très clair. C'est un système concurrentiel, très concurrentiel, et donc c'est pas le choix du français qui va être prioritaire. Enfin, on base pas toute sa carrière sur un choix de spécialité, ça c'est clair, ou toute sa vie même. Alors après, juste pour l'histoire de l'avenir par rapport aux fermetures des départements de français, c'est sûr qu'il y a une chose que je voulais peut-être préciser. Quand j'ai parlé de ce paysage-là, où on a 170 universités et quelques, en fait, elles sont quand même pas toutes, elles sont pas toutes dans la même catégorie, quoi, on va dire. Il y a une très très grande diversité. Vous avez des départements universitaires où il y a seulement le premier cycle, comme on dit en France, la licence, ok, ou le bac au Québec. Vous avez, comme nous,
des universités où il y a les 2 niveaux, 1er cycle, 2e cycle, et puis vous avez des universités de niveau mondial qui ont les 3 cycles, avec le doctorat, qui ont des doctorats en co-tutelle, qui sont impliqués dans des recherches, des projets de recherche avec d'autres universités à l'étranger, et cetera. Bon, ces départements-là, je pense qu'ils sont pas trop menacés quand même, parce qu'ils ont il me semble, ils ont les 3 niveaux, ils sont vraiment impliqués dans la recherche, voilà, bon. Les nôtres, on est au milieu, ça, c'est pas sûr. Nous, on pourrait être menacés. En revanche, ceux qui ont juste la licence, l'équivalent de la licence, là, eux, je pense qu'eux, ils sont menacés, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'avais encore 7 questions à poser, mais l'heure avance. Non, je plaisantais avec une question, mais tant pis. Peut-être on va voilà, ouvrir un petit peu le débat. Si vous voulez poser des questions, voilà, participer à cette réflexion qui touche certains d'entre vous ou certaines d'entre vous de près, parce que je sais qu'il y a aussi des enseignants de français dans la salle, par exemple. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, là. Moi j'ai tenté, c'est pour ça que je demande. C'est quoi des choses contre lui? Moi j'ai acheté une shooty box. J'ai un truc de dépliant que je mets à la fenêtre et j'ai plein de petites, comme des petites entailles pour qu'ils puissent mettre leur téléphone. Et ils n'ont pas de téléphone pendant mon cours. Ils n'ont pas leur téléphone principal, ils n'ont plus que le deuxième téléphone. Ah non, ils ont 0 téléphone, 0 tablette, 0 ordinateur. Je les ai obligés à acheter un cahier. Et je leur dis, allez, écrivez. Mais je rame un peu. Je sais pas, est-ce que vous avez peut-être d'autres idées, d'autres... Je ne tenterai pas. L'idée, c'est ça en classe, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on revalorise le travail en classe, ou on les refait travailler en classe, où ça devient très important, etc., quoi. Mais c'est vrai que tout le temps de travail à la maison, enfin, qui était peut-être fantasmé. D'accord? Avant, dans le monde d'avant, on imaginait qu'ils travaillaient beaucoup à la maison. Certains oui, d'autres non. Voilà, bon. Mais en tout cas, maintenant, c'est en classe que ça doit se faire, quoi. Voilà. Je ne sais pas si le système de anti-IA, justement, peut-être c'est une blague. C'est un phénomène qui me rend très amusant de voir depuis l'année dernière, ou plutôt en 2023. Vous savez, pour l'instant, dans les classes, les élèves ne veulent pas lever la tête pour regarder les enseignants. Le taux de lever très trop lu. Et donc, pour que les élèves se lèvent la tête pour regarder l'écran, regarder les enseignants, et chaque classe, dans la salle de cours, on met une petite pochette disant mettre le téléphone sur la petite pochette, c'est-à-dire les étudiants ne peuvent pas utiliser le téléphone. Et c'est d'un côté, et donc c'est une décoration. Personne ne met le téléphone devant cette petite pochette. Puis sur les étudiants, regarde, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de stylo. Dans le sac des étudiants, il n'y a que d'iPad. Et d'un côté, l'école, l'institut impose qu'il faut intégrer IA dans l'enseignement, dans l'apprentissage dans des cours. L'autre côté, il est interdit d'utiliser le téléphone des étudiants. C'est un peu contradictoire, ça me rend vraiment amusant de voir dans chaque salle de cours, il y a cette décoration. Ah, j'ai dû l'acheter, il n'y a pas ça dans mon université. C'est la différence avec une grande université. Différence de culture éducative. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Canton, dans mon université, là. Mais j'ai souvent remarqué les étudiants qui vont en cours, avant l'IA, c'était un stylo et le manuel. C'est tout. Pas le cahier comme on avait appris en France, pas les feuilles pour prendre des notes. C'était le stylo et le manuel, et en short. Voilà. Bon, enfin, short, c'est pas grave, c'est parce qu'il fait chaud. Parce que c'est à Canton. Voilà, mais stylo et manuel, point, quoi. Vraiment. Donc, voilà, ça aussi, c'est. Donc, avant l'IA, il n'y avait pas forcément des cahiers, ce que je veux dire, quoi. Il n'y avait pas. Voilà. Sur cette question, nous, on fait. Dans mes cours, il y a des moments où je fais ce que j'appelle screen-free activities, c'est-à-dire on
on ferme les écrans pendant 5-10 minutes, on se regarde, on se parle, on se découvre. C'est un moment très agréable. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, ça crée un léger malaise parce qu'ils sont pas, oui, ils sont pas forcément totalement habitués à ça. Maintenant, c'est le grand débat entre les profs. Il y a ceux qui disent, on revient au papier, au crayon. Euh, et, et ça pose la question de la situation authentique, de l'authenticité. Nous, on est censé préparer nos étudiants à rentrer ensuite dans des entreprises où ils doivent maîtriser l'IA, etc. Donc, on le fait pas trop, ça, parce que effectivement, ça les prépare pas à l'avenir. Et on est censé faire ça. Mais ça pose la question, quel est le rôle des universités aujourd'hui? Qui est une question beaucoup plus large. Mais on évite de faire du sabotage de l'IA, ça serait pas très bien vu non plus, quoi. Voilà. Par contre, on s'amuse avec l'IA. L'IA a un aspect très ludique et donc on détourne un peu l'utilisation de l'IA parce que le problème avec l'IA, c'est qu'on est toujours sur le résultat final, l'incitation à la superproductivité, à produire un essai parfait, un texte parfait et donc nous, on utilise l'IA pour faire, par exemple créer des posters et on se rend compte que, avec du texte et on se rend compte que l'IA, a tendance à nous proposer une novlangue, qui est très intéressante, à vouloir reprendre le français et à le transformer avec des mots anglais. Et donc ça, c'est un outil intéressant pour travailler avec les étudiants. Mais voilà, c'est le seul, disons, pas détournement, mais un peu, exploitation alternative de l'IA qu'on peut avoir. Ça peut être très intéressant de produire des images à partir de l'IA, de reproduire du texte à partir de l'image. Donc on parle d'un texte que les étudiants ne comprennent pas forcément bien. On demande à l'IA de produire une image à partir de ce texte. Et puis, on reprend cette image et on demande à l'IA ensuite de reproduire un texte à partir de cette image. Et on compare les deux textes, le texte authentique et ça. Des applications comme ça, pédagogiques, ludiques, etc. Mais je ne vais pas priver les étudiants de leur téléphone. Non, mais moi, je ne le ferai plus. Oui, non, mais c'est de l'énergie perdue. Oui. Non, mais c'est déprimant à la fin, il ne faut pas le faire. Voilà. Oui, donc il y a quand même un impact émotionnel en fait sur les profs qui est important aujourd'hui avec l'IA. Bon, qui... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et les pros IA peuvent sortir du bois. Non, ce que je disais, j'ai pensé à une question pendant que vous écoutez. Maintenant que c'est bon, on a posé, j'ai oublié. Mais il y a quand même autre chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que, bon, l'IA, ça a quoi? Ça a 3 ans à peu près, ChatGPT. Et il y a, au début, il y a 3 ans, on voulait que l'IA écrive comme nous. Et aujourd'hui, ce que je constate chez les étudiants, c'est qu'ils cherchent à écrire comme l'IA. Et ça devient une tendance. C'est-à-dire que la référence, la norme aujourd'hui, c'est la façon dont les textes sont produits par ChatGPT ou autre. Comme éditeur de la revue China Perspective, donc c'est en anglais, mais peu importe. Ce qui va marquer un texte humain et donc un texte intéressant. Et j'ai entendu des choses similaires de la part de profs par rapport à des devoirs, mais c'est l'imperfection en fait du texte. C'est le côté, on voit que quelqu'un essaie de réfléchir et donc forcément la réflexion, les mots, ils sont pas. Il faut faire rentrer une réflexion dans des mots et voilà. Et puis un terrain concret. Alors nous c'est de la sociologie ou de l'anthropologie, donc on est sur le terrain, etc. Et tout ça, ça colle pas bien, ça prend trop de place, c'est pas voilà. Et ça c'est la marque de l'humain, quoi. Alors que la marque de l'IA, c'est des textes complètement lisses. Vraiment, ça c'est très frappant. Hein. Il y a pas enfin c'est quelque chose de très physique, quoi. C'est lisse quand on lit et c'est très désagréable à lire parce qu'il n'y a pas de voilà. Et alors il y a une grande tension. On parlait de tout à l'heure d'émotion, de dépression, enfin je sais pas. Moi, en tant qu'éditeur, j'ai une grande tension mentale parce que je me dis, ouh là là, ça c'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Mais à la fin, il faut recaler le texte, quoi. Donc il faut que je me dise, est-ce que je suis sûr que c'est de l'IA?
parce que je vais rejeter un article et comme je vous l'ai dit, c'est la vie des chercheurs en dépend littéralement. Donc, je sais, pour avoir été moi-même rejeté plein de fois, que c'est quelque chose de très lourd, quoi. Donc, et moi, même quand j'en suis persuadé, etc., et puis je me dis non seulement c'est de l'IA, mais c'est surtout un mauvais texte. Mais quand même, en plus, c'est de l'IA. Et donc, vraiment, et malgré tout, il y a toujours cette tension mentale en me disant, bon, est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui a écrit un texte complètement lisse et où le matériau comme ça paraît extrêmement diffus, on voit pas bien, tout a l'air très bien et en même temps, on comprend pas vraiment sur quoi il s'appuie, etc. Il y a plein de et ça, alors ouais, ça crée une tension mentale. En même temps, c'est quand même intéressant de voir que ce qui est un problème finalement est ce qui fait la qualité du texte. Hem, Avec la question de savoir à quel moment l'IA va savoir écrire des textes avec des problèmes, de même que l'IA sait déjà écrire des textes avec des fautes d'orthographe si on lui demande. Il pourra probablement un jour faire des articles scientifiques qui ont l'air où il a l'air de peiner pour dire ce qu'il dit. Je sais pas. De même que certains étudiants sont parfaitement au courant de cette imperfection humaine et qui replacent ça dans des textes reproduits par l'IA et que l'IA ne dira jamais qu'un texte est entièrement produit par l'IA de toute façon. Donc c'est très, très difficile à prouver. Aujourd'hui, prouver un cas, qu'un étudiant ait produit un travail, entièrement avec l'IA, c'est quasiment impossible. Heu on a essayé, c'était beaucoup plus, alors il y a 5 ans, c'était facile de voir qu'un texte était produit par Google Translate. Aujourd'hui, beaucoup plus difficile, ouais, ouais. Bon, et d'après vous, aujourd'hui, quel est le rôle principal, des professeurs, de fleurs, et est-ce que vous avez des, conseils pour nous, les enseignants, les enseignantes, du français langue étrangère? Merci. Sachant que c'est pas, on les a invités à titre de collègues, c'est-à-dire à titre d'enseignants comme les autres. Ce ne sont pas des méta-enseignants qui ont. Mais bon, après, l'idée de partager entre nous, entre vous, parce que moi, je ne suis pas enseignant de français, mais je l'ai été, hein, cela dit. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de partager des choses, des conseils, des idées. Je sais pas. Donc, je disais toujours, en tant qu'enseignant, son rôle n'est pas d'imposer des connaissances à un enfant ou à un étudiant. C'est justement pour orienter les étudiants à réfléchir, à avoir cet esprit critique. Or, c'est pas le cas depuis toujours. Si on parle, l'apparition de l'IA dans l'enseignement, je dis pas contre, c'est plutôt, je dis, cette nouvelle technologie, c'est une nouvelle révélateur, du problème, si je peux dire du problème, ou plutôt de la caractéristique du système, d'enseignement ou d'éducation, en Chine ou dans le monde entier en gros. Donc, par exemple, en Chine, avec le Gaokao ou des concours, ce qu'on on forme les étudiants, c'est avoir une réponse standard, normalisée, correcte pour n'importe quelle matière. Et le but, c'est de passer le concours, puisqu'il y a toujours une seule réponse à cette question. Et c'est pas du tout, à mon avis, c'est pas du tout le rôle d'enseignement ou c'est pas du tout le rôle, de l'existence universitaire, si on remonte en carrière ancienne. Et on disait donc, le système d'enseignement du supérieur, c'était formé des éléments, on dirait que c'est des éléments ou plutôt une pièce dans cette chaîne industrielle. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, David a mentionné l'émergence ou l'explosion des chiffres de création et établissement des langues étrangères. C'est un des cas. Et aussi des matières du commerce, d'importation et exportation ou des finances. Et aujourd'hui, c'est le cas du département de Area Studies. C'est une explosion énorme dans n'importe quel établissement. L'objectif, c'est de former des étudiants qui s'accrochent tout de suite au marché, de trouver un travail.
Et est-ce qu'on demande, c'est-à-dire l'enseignement, enfin l'établissement d'enseignement supérieur joue le rôle vraiment comme une école technique. J'ai oublié le nom en allemand, c'est des Hochschule, comme ça, je sais pas. Mais c'est pas vraiment de rôle de former, enfin le rôle ou la valeur d'université ancienne. Donc on n'a pas, c'est-à-dire dans cet établissement d'enseignement, les enseignants ou plutôt les étudiants sont formés d'avoir une idée standard pour répondre au marché ou répondre au concours. C'est pas leur rôle d'enseignement. Et enfin, l'IA supprime tous ces postes où on menace l'existence d'enseignement, c'est qu'il supprime d'abord toutes ces réponses normalisées, uniformes. Et ce qui subsiste ou existe, je pense que c'est ceux qui sont capables de poser des questions diverses, anormales, si on peut utiliser. C'est aussi le rôle d'enseignant. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là-dessus. Je pense que c'est un bon point sur lequel s'arrêter. Effectivement, l'IA, ça c'est vraiment moi, ma recherche sur les langues et sur l'IA en général, c'est vraiment l'hypothèse centrale, c'est de dire que les problèmes que pose l'IA sont pas nouveaux en fait. C'est des problèmes qui étaient déjà là avant, que ce soit dans l'enseignement ou que ce soit dans la recherche. Dans la recherche, ça fait très longtemps que l'idéal du chercheur, c'est d'être un robot. Hein, ça, c'est très clair. Et moi, j'avais écrit un texte en 2018 là-dessus en disant, voilà, la sociologie est écrite par des machines. Et ça y est, on est à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on y est? On n'est plus si content. Donc, ça pose des questions et ça pourrait aggraver les choses en quelque sorte. Moi, je pense, hein, pour les articles, ça pourrait aggraver le productivisme, par exemple. Donc, déjà, on nous demande juste de produire à la chaîne des articles et maintenant qu'on peut le faire, et ben, on va devoir le faire encore plus. Ou alors, ça pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça devient plus du tout intéressant de produire à la chaîne. Et donc, du coup, c'était un peu ce que tu disais, quoi. Au moment où il y a des choses qui, pour les réponses normalisées, ça y est, c'est réglé, on a une machine qui le fait. On va commencer à essayer de faire autre chose. Donc, et là, on est un peu à la croisée des chemins et on peut espérer que ça aille dans un sens plus que dans l'autre. Bon, et merci beaucoup. Et on peut rester sur cette question des conseils et des échanges, puisque bah, voilà, on va avoir quelques minutes pour discuter entre nous, mais en même temps, il va falloir qu'on quitte les lieux. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes d'être venus. Et merci.